Je vais vous dire, je pense que la ménopause, c'est aussi un endroit d'assignation invraisemblable. Je vais avoir la peau qui va pendre, je vais grossir, et en plus la société me dit que je suis vieille. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire je creuse ma tombe et je me mets dedans ? Et d'ailleurs, j'aime pas du tout le mot ménopause, je tiens à dire. Parce que moi, je l'ai vécu de manière miraculeuse, c'est-à-dire je ne l'ai pas senti passer. C'est comme si la ménopause, en fait, quand je suis arrivée dedans, j'étais dans un espèce de machine à laver. L'idée, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir enquêter pour pouvoir projeter un autre regard dessus et essayer d'autres choses. Aujourd'hui, on vous a concocté un épisode à part, un petit pas de côté pour réfléchir à la ménopause sous un angle différent, celui de la sociologie. Mais laissez-moi d'abord vous raconter une petite histoire. Il y a 10 ans, Cécile Charlap, une jeune sociologue, travaille sur les francs-maçons. Elle interroge des femmes qui lui racontent être rentrées en franc-maçonnerie autour de la cinquantaine. Les enfants sont grands, le boulot établi et la ménopause en cours. La référence à la ménopause, Cécile Charlap ne la saisit pas tout de suite, mais ça la travaille. Et elle se rend vite compte que le sujet est très étudié aux États-Unis, au Canada, mais pas du tout en France. Elle décide d'en faire sa thèse, commence à enquêter, et là, j'ai rencontré des femmes pour évoquer leurs expériences de la ménopause. Et ce qui est très intéressant, c'est que autant j'avais eu aucun problème à rencontrer des femmes franc-maçonnes pour évoquer la franc-maçonnerie, leurs expériences, autant il y a une dizaine d'années, rencontrer des femmes pour parler de la ménopause, ça avait été compliqué. Ce qui m'a fait dire que la ménopause, elle m'est vraiment apparue comme plus secrète qu'une société secrète à l'époque. Chut, un secret qui concerne la moitié de la population, ça s'appelle un tabou, que la jeune sociologue entend bien comprendre et dénoncer. Après des années de travail acharné, en 2019, Cécile Charlap sort La fabrique de la ménopause, dans lequel elle propose une réflexion profonde et éclairante sur la manière dont la ménopause est construite et vécue dans notre société contemporaine, et qui est devenu l'ouvrage référent sur le sujet, soit dit en passant. Il nous paraissait donc essentiel, pour ne pas dire indispensable, de l'interroger dans ce podcast. Et comme elle se nourrit d'expérience et de paroles, nous lui avons proposé d'entendre celle de nos invités. Le récit et le décryptage sociologique proposés par Cécile Charlap vont se télescoper et se répondre pour vous proposer d'autres pistes de réflexion. Vous êtes prêtes ? Je vous souhaite une belle écoute. La ménopause, c'est une chute hormonale, comme la puberté est une poussée hormonale. Gwendoline Hamon, comédienne et autrice. Et en fait, ça impacte toutes les femmes, plus ou moins, mais on est quand même beaucoup sur la planète. Et pour une partie d'entre elles, c'est super violent. Et ça a été mon cas. Il y a une petite période, je me souviens très bien, d'avoir eu une très grosse crise de larmes en me disant « ça y est, je passe dans une autre vie ». Non seulement la nature et mon corps me dit « ah, c'est fini, il y a quelque chose qui est terminé, tu ne le retrouveras plus. En plus, tu vieillis, je vais avoir la peau qui va pendre, je vais grossir. Et en plus, la société me dit que je suis vieille. » Si on le sait, si on est au courant, oui, si j'avais été au courant, je me serais beaucoup moins inquiétée. J'aurais vu le truc arriver, j'en aurais ri avec mes copines, j'aurais dit « oh là là, quelle chérie ». Là, j'ai eu peur parce que j'avais pas d'infos. Et je me suis dit que mon corps ne fonctionne plus, il ne répond plus. Mayday, mayday. Il ne répond plus comme avant. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il y a tout qui partait en déliquescence, là, tout à coup, comme un truc qui brûle et les cendres, et tu fais hop, 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 hop. Et puis un peu du jour au lendemain, en plus. C'est vrai que jusqu'à ces dernières années, finalement, la ménopause, c'était aussi une expérience du silence pour beaucoup de femmes. Une expérience qui, en dehors de l'interaction avec le professionnel ou la professionnelle de santé, était invisibilisée. Donc, aussi bien dans mon enquête qui a maintenant une dizaine d'années que dans l'enquête qu'on a réalisée au printemps dernier, bon nombre de femmes n'évoquent pas la ménopause avec leur conjoint, pour les couples hétérosexuels, soit parce que elles pensent que ça va pas les intéresser leur conjoint, ça reste quand même une histoire entre guillemets de bonnes femmes, soit que elles vivent
cette expérience comme tellement dévalorisante qu'elles n'ont pas envie en fait de l'évoquer avec leur conjoint. Donc voilà, ça dit beaucoup de choses. Maintenant, ce qui apparaît en fait, c'est que les femmes, elles ont envie d'en parler. Il y a 42% de nos enquêtés qui disent qu'elles n'en parlent pas autant qu'elles le souhaitent. Donc, on a vraiment là une question dont les femmes seraient avides en fait de parler et de parler pas forcément uniquement avec un ou une professionnelle de santé. C'est aussi le peu d'informations qu'on a à propos de la ménopause. Ce qui apparaît aussi, c'est que les professionnels de santé, et je pense notamment aux médecins généralistes qui sont bien souvent une ou un interlocuteur important à cette époque-là. S'ils ont un cours sur la ménopause, c'est le bout du monde. Ils sont très peu formés, ça les médecins le disent eux-mêmes. Et en dehors de ce qui a été l'alpha et l'oméga du traitement de la ménopause, c'est-à-dire le traitement par hormonothérapie, eh bien en dehors de ça, ils n'ont pas grand-chose à proposer aux femmes. Et d'ailleurs, j'aime pas du tout le mot ménopause, je tiens à dire. Sophie Fontanelle, journaliste et écrivaine. J'aime pas les mots qui ont l'air d'être, c'est comme les quinquagénaires, parce que la ménopause, en tant que mot technique, il me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'on en fasse un genre de femmes, voilà. Les femmes qui vivent la ménopause. Et j'aime pas le mot, c'est pas la période que j'aime pas, c'est le mot. D'abord, le mot pause, il est à questionner. Moi, j'ai rien contre les pauses. J'ai écrit un livre entier là-dessus. Mais ce qui me dérange, c'est l'arrêt de la femme, quoi. En fait, c'est ce qu'on dit que c'est l'arrêt de la femme, qui est absolument pas le cas. Ouais, c'est passionnant. Oh là là. Là, moi, on est ensemble jusqu'à demain matin, là. Ce que vous me faites entendre, là, c'est vraiment passionnant parce que Sophie Fontanelle, donc c'est une journaliste et effectivement, elle est sensible aux mots. Et sur la question de la ménopause, ce qui est très intéressant, c'est de voir que en fait le mot ménopause, il n'existe pas avant le début du 19e siècle. Qu'est-ce qu'on dit avant en Occident? Eh ben, les traités médicaux parlent de cessation des menstrues, mais encore ils en parlent peu avant le 18e parce que ils sont surtout intéressés par les questions de menstruation, de grossesse, voilà, c'est ça qui les intéresse. Mais finalement, la cessation des menstruations, on en parle peu. C'est un médecin français, Charles de Gardanne, qui forge ce terme de ménopause. Donc, on est en 1816. Voilà, il a forgé le mot ménesposis. Donc, les mènes, c'est ce qui revient tous les mois. On est dans une racine grecque. Et puis posis, voilà, la cessation. Voilà, il forge vraiment ce terme de ménopause. Et voilà, finalement, c'est l'invention d'une catégorie médicale qui a lieu en ce début du 19e siècle, et une catégorie médicale qui va avoir un succès phénoménal. Alors d'abord associé à tout un ensemble de troubles, de maux, de maladies qui, au fur et à mesure, vont également inclure des maladies psychiatriques, avec le développement de la psychiatrie à la fin du 19e, et puis être associé à la carence hormonale à partir du 20e siècle. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir comment se joue là, finalement, et aussi des représentations du vieillissement féminin, voilà, du côté de la perte, du déséquilibre, et des représentations du vieillissement masculin qui sont moins dévalorisantes. Ce que je crois, moi, sur la différence entre andropause et ménopause, c'est que les femmes, et c'est pour ça que ça m'intéresserait un plus beau mot, les femmes, par l'arrêt de leur capacité procréative, ont un avantage, à mon sens, c'est quelque chose dont elles n'ont plus à se soucier. Voilà. Je trouve que c'est un point très positif dont on ne parle jamais. L'homme,
comme on lui enfonce dans le crâne qu'il peut procréer jusqu'à je ne sais quel âge, mais qui a envie de continuer de rester avec cette préoccupation dans sa tête de je vais bander, je vais éjaculer, mon sperme, ma vie, mon sang, mon sperme, mais c'est pathétique quoi. Je comprends pas. Je comprends pas que on ait valorisé ça alors que les femmes finalement dans la ménopause, elles ont 2 moments géniaux, l'un qu'elles tombent plus enceintes, et puis tout d'un coup elles se rendent compte qu'elles ont envie de beaucoup d'autres choses. C'est au corps des femmes qu'on associe les questions de reproduction, d'enfantement, tandis que voilà, le corps des hommes, c'est un corps qui serait plus culturel, associé à la rationalité, absolument pas concerné par les questions de déséquilibre hormonal et de reproduction, hein, ces questions bassement corporelles et maternelles. Donc ça, c'est vraiment fort intéressant. Et ce que soulève également Sophie Fontanelle, c'est finalement les expériences des femmes à la ménopause. Pour beaucoup, bien loin de un amoindrissement, c'est finalement une triple libération. Libération de la gestion des menstruations et de leur invisibilisation. Libération des risques de grossesse. Et libération de la gestion de la contraception des couples qui portent encore de manière massive sur les épaules des femmes. Et ça, c'est vraiment des enjeux qui apparaissent très fortement dans les expériences des femmes et qui sont tout à fait invisibilisés, effectivement. J'ai 52 ans, donc j'ai l'âge moyen des femmes lorsqu'elles rencontrent la ménopause. Adeline Blondiot, sophrologue. Mais ce dont on nous parle pas, c'est de la préménopause et du bazar de la périménopause. Et puis, si on nous disait à partir de la quarantaine, oh les filles, là ça va finir, on n'a plus trop ce qu'il faut en nous pour pouvoir avoir des enfants, ça vient quand même raconter quelque chose. Si on arrête d'avoir des enfants à la quarantaine, bien sûr, c'est que forcément il y a une transformation. Ouais. Donc, on nous en parle pas, donc c'est à nous de le découvrir. Et il y a des femmes qui vont avoir une préménopause hyper violente. Et en fait, elles se disent, bon, ça y est, je suis ménopausée. Non, pas du tout, ma grande. Là, c'est juste le début, en fait. Et quand je fais des posts là-dessus, je vois, il y a une femme, l'autre jour, qui a mis, ça y est, à 62 ans, c'est terminé les bouffées de chaleur. Ah non. Non. Ah merde. Encore non. Mais non, tout dépend comment vous allez les prendre maintenant. L'idée, c'est de pouvoir en parler, de pouvoir enquêter pour pouvoir projeter un autre regard dessus et essayer d'autres choses. C'est vraiment très intéressant. Déjà, moi, ça me fait penser au fait que ce que montrent les recherches de nombreux anthropologues, c'est que la question des manifestations à la ménopause, on ne peut pas la dissocier d'un effet culturel. C'est-à-dire que selon les cultures, on va aussi percevoir son corps différemment. Et les bouffées de chaleur sont une manifestation massivement décrite par les Européennes, mais c'est pas le cas forcément dans d'autres cultures. Nous, on a une société dans lequel le corps, il doit être silencieux. On ne doit pas en voir des manifestations de type transpiration, rougeur, odeur, etc. Et donc, effectivement, dans ce contexte-là, les bouffées de chaleur viennent en quelque sorte comme une sorte de visibilisation du corps et de ses manifestations qui sont, en sociologie, on parle de stigmates. En fait, ce qui est très intéressant à voir, c'est que moi, dans mon enquête, quand j'avais fait les entretiens, ce qui apparaissait quand on discutait avec les femmes des bouffées de chaleur, c'est que leur embarras, leur gêne, voire leur honte, c'était les termes qu'elles utilisaient, ils étaient en lien avec les bouffées de chaleur en public. Les bouffées de chaleur, elles pouvaient être vécues comme pénibles quand il n'y avait pas de public, mais surtout, elles étaient vécues comme une honte quand elles avaient lieu au travail, devant des collègues, dans des situations d'interaction sociale. Et donc, ce qui est en jeu là, c'est vraiment des performances du corps qui sont propres à notre société. Et donc, ce que je trouve très intéressant,
c'est quand Adeline Blondiau a dit, mais en fait, il faut en parler. Le vécu corporel, il est différent selon le niveau de diplôme, selon la profession qu'on exerce, etc., etc. Donc là, repenser les choses, non pas à partir de la manifestation, mais à partir de son contexte, ça permet de penser les choses différemment. Par ailleurs, j'en reviens à nouveau à la question des solutions face aux manifestations corporelles, parce que mon propos, il n'est pas du tout de dire que il n'y a pas de manifestation à la ménopause, hein. Mais là, je me dis que les recherches médicales ont des choses à jouer. Virginie Despentes, dans King Kong Theory, elle nous dit l'être humain, il est capable d'aller sur la Lune, mais il n'a pas été capable d'inventer quelque chose pour se prémunir du viol. J'ai envie de reprendre cette idée. L'être humain, il est capable d'aller sur la Lune, et pour faire face aux manifestations de la ménopause, bien à part le traitement hormonal dont on sait qu'il peut être dans une balance bénéfice-risque pas toujours favorable, il y a pas grand-chose qui est proposé aux femmes, voire des femmes qui veulent discuter avec un ou une professionnelle de santé d'idées qu'elles ont, de choses, de solutions qu'elles ont trouvées, se retrouvent parfois dévalorisées dans leurs idées. Là, moi, je pense qu'il y a vraiment un travail de recherche médicale et de formation des professionnels de santé à mener. L'état de ménopause et l'après-ménopause pose un problème aux femmes et qui ne devrait pas poser de problème aux femmes. Elisabeth Quint, journaliste et écrivaine, qui leur pose le problème des mutations de leur corps et de l'invisibilisation d'elles-mêmes. Donc moi, ça m'intéressait, voilà. Et puis aussi parce que moi, je l'ai vécu de manière miraculeuse, c'est-à-dire je ne l'ai pas senti passer. Des copines au bureau et ailleurs qui me disaient moi je suis sous traitement, c'est épouvantable, j'ai des bouffées de chaleur, et puis je me souviens de plein d'amis qui sont passés par ça, et moi la ménopause c'est bien avant l'âge que j'ai 61 ans, ouais. Ça arrive 10 ans avant, 7 ans avant quoi. Je l'ai traversé pour une raison qui est liée à l'injustice biologique de nous autres, hormonale et biologique. Je l'ai traversé sans le moindre symptôme. Ça a même été, à un moment donné, a posteriori, en parlant avec ma gynécologue. Étonnant. Oui, je lui ai même dit, est-ce qu'il y a un dysfonctionnement chez moi? Alors je lui ai dit, il y en a pas puisque j'ai plus mes règles, je suis libérée, alléluia. Bon, déjà, moi, je ne me suis pas reproduite, donc c'était une libération bien en amont de ça. Oui. Mais là, c'était terminal, plus de règles, génial. Mais je lui ai dit, est-ce que ça veut dire que j'ai un truc qui ne fonctionne pas? Ce bien-être de la ménopause sans symptômes m'inquiétait, ce qui est quand même paradoxal, quoi. Ouais, passionnant. Il y a encore plein de choses à dire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est Elisabeth Quint, elle évoque le fait que finalement, hors du symptôme, la ménopause n'existe pas. C'est-à-dire que la ménopause, elle est définie dans le registre médical. Et au XXe siècle, elle est pensée comme carence hormonale, associée à tout un ensemble de symptômes et au risque d'ostéoporose et de cancer. Mais finalement, sortie de cette définition, elle est pas pensée. Et donc, effectivement, et ça, moi, je l'ai retrouvé dans l'enquête auprès de femmes que j'avais faite par entretien, cette idée que j'ai pas eu de symptômes, donc je n'ai pas vraiment vécu la ménopause. Ça nous dit à quel point la ménopause, c'est une expérience qui est pathologisée dans notre contexte social. Et donc, ce qui est très important et très intéressant, c'est de sortir de ce registre de la pathologisation pour desserrer cet étau hyper médical et penser aussi d'autres choses, d'autres mots, d'autres registres associés à la ménopause. La cinquantaine, pour moi, c'est vraiment une période très charnière. Je trouve qu'on vous accable, en fait. La grande Sophie, chanteuse, autrice, compositrice. Et là, il y a quelque chose qui est un poids que je ressens, en fait. Et c'est ça qui me dérange. Il y a pas longtemps, dans ma maison de disques même, je voulais, parce que je suis un peu geek, moi, j'aime bien utiliser les réseaux, et puis je dis pourquoi je fais pas ça, tout ça, et puis on me dit
mais non, mais t'es pas de la génération Z. Et ça m'a sidérée. Je me suis dit, moi je sais pas à quelle lettre j'appartiens déjà. Je me suis jamais posé cette question. Et je me suis dit, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire je creuse ma tombe et je me mets dedans, j'ai le droit de plus rien faire. Et je suis pas comme ça. Donc voilà, j'ai des éléments qui arrivent à moi que je trouve pas très élégants. Moi, j'ai l'impression en fait que je suis toujours la même avec une certaine expérience, mais dans ma tête, j'ai toujours quelque part une âme d'enfant aussi. Il y a quelque chose qui est resté de l'enfance et qui a grandi avec l'apparence, elle est différente. Notre société fonctionne par catégorie d'âge et on le voit bien. Hein, on met les jeunes enfants dans des établissements dédiés et on met les vieilles personnes dépendant dans d'autres établissements dédiés et finalement ces catégorisations elles fonctionnent comme des divisions sociales et ce qui est en jeu aussi c'est des formes de discrimination liées à l'âge et plus généralement dans notre société ce qu'on peut appeler l'agisme et on vieillit d'autant plus jeune qu'on est une femme. Donc voilà, on a ce double standard là qui fait que les femmes sont dévalorisées sur le marché amoureux et professionnel beaucoup plus tôt que les hommes. Ça, les enquêtes le montrent bien. Hein. Les corps vieillissants, vieux de femmes apparaissent beaucoup moins en fait quand on compare au corps de ce corps donc jeune, fertile, qui est présenté comme un idéal de féminité, alors que le corps masculin, lui, il a le droit. Il a le droit de vieillir, il a le droit d'avoir des rides, d'avoir des poches, de se flétrir, d'avoir des cheveux blancs sans être disqualifié. Je remets tout en question et surtout je ne comprends pas ce qui m'arrive. Carole Richer, comédienne. Et puis en même temps on me dit mais tu sais c'est difficile, voilà cet âge-là on vieillit, effectivement j'avais un peu grossi, je me sentais pas bien dans mon corps, j'avais pas mis en route le sport comme je le souhaitais. Il y avait quelque chose qui stagnait. C'est vraiment le sentiment d'une stagnation avec des bouffées de chaleur, avec des crises de larmes, etc., etc. Et j'ai le sentiment qu'on ne me propose plus beaucoup de choses à jouer aussi intéressantes qu'avant. C'est comme si la ménopause, en fait, quand je suis arrivée dedans, j'étais dans un espèce de machine à laver. J'ai dirigé là une recherche par questionnaire au printemps dernier et moi ce qui m'a frappée c'est à quel point la ménopause reste une épreuve de tension pour les femmes, une ménopause qui est vécue très largement sous le signe de la solitude, une expérience dont les femmes ne parlent pas autant qu'elles le souhaitent. Tension également autour de la prise en charge médicale de la ménopause et un dernier point aussi, une question sur laquelle la France est très en retard, c'est la question de la ménopause au travail. Elles sont 44% à nous répondre oui, j'ai eu des difficultés à travailler du fait des manifestations liées à la préménopause, la ménopause. Donc c'est un vrai enjeu. La ménopause au travail, c'est vraiment une question qui met les femmes en tension. Et ce qui apparaît, c'est que tout ce qui a émergé là ces dernières années en termes de visibilisation, de nouvelles énonciatrices, des femmes qui prennent la parole sur la question de la ménopause, qui produisent des ressources, eh bien, ça met du temps à être incorporé dans nos représentations sociales et encore plus dans nos expériences. Les évolutions, effectivement, mettent du temps à s'installer et puis on reste dans un thème qui est sexiste et agiste. Voilà, il y a des choses qui émergent, il y a des choses qui infusent, mais les cultures mettent du temps à évoluer, d'autant plus quand le système reste le même. Je peux vous dire, je pense que la ménopause, c'est aussi un endroit d'assignation invraisemblable. Maïté Nabirabin, journaliste, animatrice, productrice. Bien sûr, il y a ce qu'on ressent. Mais le récit qui nous en est fait, qui nous est proposé, qui nous est enjoint de vivre, c'est un récit uniquement, purement négatif. Comment voulez-vous kiffer la ménopause quand on vous promet l'enfer tous les matins ? Voilà. Donc moi, je suis pas en train de dire vive la ménopause, c'est génial, c'est un kiff. Je dis pas ça, mais je dis ce récit purement négatif ne peut pas nous aider à être positive en traversant ça.
Moi, je l'ai abordé un petit peu de la même manière que j'ai abordé la maternité et la mise au monde. Il y a des centaines de millions de femmes qui ont fait ça avant moi. Je vais les suivre, en fait. Le corps n'est pas neutre. Il est toujours produit, pensé et vécu socialement. Le corps, il est toujours à la fois intime et social. Et l'expérience de la ménopause n'échappe pas à ce processus-là. Et en fait, ce qui est en jeu à la ménopause, c'est bien sûr une expérience corporelle, mais c'est toujours en même temps une expérience sociale. Dans une dernière enquête là, qu'on a demandé à nos enquêtés, est-ce que vous trouvez que la ménopause, elle a une image plutôt négative ou plutôt positive dans la société? Et il y a 78% des enquêtés qui nous disent, ben voilà, la ménopause, elle est associée à une image sociale négative. Maintenant, quand on leur demande, vous, votre expérience à vous, est-ce qu'elle a été plutôt négative, plutôt positive, plutôt neutre? Eh bien, à 52%, les enquêtés nous disent qu'elles ont eu une expérience neutre ou positive de la ménopause. Donc en fait, on voit bien que la ménopause, c'est une expérience de tension entre une expérience du corps, ou voire même positive, mais des représentations sociales qui, elles, sont vraiment perçues comme négatives. Et on a donc cette tension-là qui est très forte, que vous faites là, ce qu'on fait là. Alors je dis vous, et puis les journalistes, les féministes, les artistes, etc., qui participent à dire de manière nouvelle la ménopause aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 10 ans. Enfin, il y a 10 ans, et c'était encore une forme de silence sur les expériences des femmes, et les discours légitimés, c'était les discours médicaux, avec pour seules personnes légitimées, seuls experts, bien les professionnels de santé. En dehors des études statistiques officielles, on dit que 20% des femmes n'ont aucun symptôme. 20% ont des troubles sévères et 60% des femmes s'arrangent comme elles peuvent avec leur cortège de troubles plus ou moins handicapants. Les mots de Cécile Charlap ne laissent pas de place au doute. Une part importante de ces symptômes est accentuée, voire provoquée par le regard sociétal. Mais patience, les choses sont en train de changer. La ménopause devient un véritable sujet d'actualité et de réflexion dont s'emparent les femmes pour s'émanciper des discours prédominants et des représentations négatives. Avant de la quitter, je n'ai pas pu m'empêcher de demander à Cécile Charlap, non plus à la docteure en sociologie, mais à la femme, de nous livrer son ressenti personnel sur le sujet. Alors moi, je vis la ménopause depuis 15 ans, à peu près matin, midi et soir. C'est vraiment mon objet de recherche central. Donc c'est vrai que pour moi, c'est devenu une évidence, et que j'ai autour de moi, aussi bien du fait de l'ensemble des travaux des anthropologues et des sociologues qui ont travaillé sur la ménopause dans d'autres cultures, où la ménopause est pensée et vécue très différemment, et parfois de manière très positive. Ça donne à penser. Et puis quand je vois l'ensemble de ressources qui est produit en ce moment, je pense que les femmes, que ce soit pendant la préménopause ou après, ont vraiment la vie devant elles. La fabrique de la ménopause est un ouvrage phare et engagé qui permet de comprendre ce que la ménopause dit du regard que la société porte sur nous les femmes. En 2022, Cécile Charlap a aussi écrit « Idées reçues sur la ménopause » qui est plus court et plus accessible au grand public. Merci à elle pour le temps qu'elle nous a accordé et l'enthousiasme qu'elle a manifesté tout au long de cet entretien. Merci à Sophie Drumin qui a écrit, monté et réalisé cet épisode, et merci à Célia Brondeau qui l'a mixé. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao!